Bonjour. C'est la seconde fois que je consacre un programme à cet écrivain célèbre pour être l'auteur du roman Les Trois Mousquetaires en 1844, mais également La Reine Margot en 1845, Le Comte de Monte Cristo 1844-1846, La Dame de Montsoreau en 1846, Le Vicomte de Bragelonne en 1848, et ma liste est loin d'être exhaustive. Vous l'aurez reconnu, je vous présente Monsieur Alexandre Dumas, dit également Alexandre Dumas père, 1802-1870. C'est le 14 novembre 2022 que je vous ai raconté la nouvelle « Récit d'un mort » raconté par lui-même, que l'auteur a écrit en 1844. Alexandre Dumas naît le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, à quelques lieues de La Ferté-Milon, où naquit Racine, et de Château-Thierry, où naquit Jean de La Fontaine. Fils d'un général disparu prématurément et d'une fille d'aubergiste, petit-fils par son père d'une esclave ou affranchie de Saint-Domingue, il est donc issu d'un double métissage fondateur, social et ethnique. Il a joué un rôle fondamental dans l'implantation du mouvement romantique en France. Il meurt le 5 décembre 1870 près de Dieppe, dans la maison de son fils. Je vous raconte aujourd'hui Le Faiseur de cercueils, publié en 1859 d'après la nouvelle d'Alexandre Pouchkine, Le Marchand de cercueils, écrite en 1830. On en reparle en fin de programme. Les derniers meubles du faiseur de cercueil, Adrian Prokhorov, furent placés sur un corbillard dont il avait fait sa voiture de déménagement et furent transportés dans un quatrième et dernier voyage par deux maigres chevaux noirs de la Bas-Mana à la Nikitsky, où il allait demeurer avec sa famille. Après avoir fermé sa boutique, il cloua sur sa porte un écriteau indiquant que la maison était à vendre ou à louer, et lui-même s'achemina à pied vers sa nouvelle demeure. Au fur et à mesure qu'il approchait de la maison jaune qui, depuis si longtemps, avait été l'objet de ses désirs, et qu'il venait enfin d'acheter pour une somme assez considérable, le vieux faiseur de cercueil était tout étonné de ne pas sentir son cœur plus joyeux qu'il n'était. En mettant le pied sur ce seuil inconnu, et en trouvant sa nouvelle habitation dans le plus grand désordre, il regretta sa vieille demeure où, pendant l'espace de 18 ans, tout avait été conduit avec tant de soin. Dans sa mauvaise humeur, il se prit à gronder ses deux filles et son ouvrière de leur indolence et, bien plus encore, pour leur faire honte que pour hâter la besogne, il se mit lui-même à l'ouvrage. Bientôt tout fut rangé. La vitrine où l'on garde les images des saints, le buffet, la table, le divan, le lit, occupèrent les places indiquées d'avance dans une chambre de derrière. Dans la cuisine et le salon furent placés les produits de son industrie, c'est-à-dire des cercueils,
de différentes tailles et de diverses couleurs. Dans les armoires furent suspendus les manteaux de deuil, les chapeaux funèbres et les loutres de Russie. Enfin, la présence de tout cet attirail mortuaire fut signalée aux passants par une enseigne représentant un gros Cupidon qui tenait à la main un flambeau renversé avec l'inscription suivante: On fait des cercueils, simples ou coloriés, avec ou sans garniture. On en loue à l'occasion et, au besoin, on raccommode les vieux. Le rangement général opéré, les deux filles d'Adriane se retirèrent dans leur chambre. Quant au héros de notre histoire, après avoir passé pour la dernière fois en revue toute son habitation, depuis la cave jusqu'au grenier, il s'assit près de la fenêtre et fit allumer le somavore. Le lecteur n'ignore sans doute point que Shakespeare et Walter Scott ont coutume de représenter leurs fossoyeurs ou leurs faiseurs de cercueils, deux professions qui se touchent du doigt, comme des personnages gais et plaisants. Ils en tirent ce bénéfice que le contraste frappe notre imagination et, par conséquent, nous impressionne davantage. Notre respect pour la vérité nous défend malheureusement de suivre leur exemple, et nous sommes obligés d'avouer que le caractère de notre héros était en harmonie complète avec le métier qu'il exerçait. C'était un homme triste et pensif, lequel n'ouvrait la bouche que pour gronder ses filles lorsqu'il les trouvait inoccupées, ou pour surfaire le prix de sa marchandise à ceux qui avaient le malheur et quelquefois le bonheur d'en avoir besoin. Adrian Prokhorov était donc assis près de la fenêtre et buvait, avec sa tristesse habituelle, sa 7e tasse de thé, tout en songeant à cette grande pluie de la semaine dernière qui avait assailli à la barrière le convoi d'un vieux brigadier qu'il conduisait à son dernier poste. Cette pluie avait causé un grand dégât. Plusieurs manteaux s'étaient rétrécis, plusieurs chapeaux s'étaient déformés par suite de cette averse. Il pressentait, à la suite de cet événement, des dépenses de toute nécessité, dépenses d'autant plus inquiétantes que ses marchandises tiraient à leur fin et que son établissement avait besoin d'être renouvelé de fond en comble. Il avait bien une espérance, c'était de se rattraper de toutes ses pertes sur la marchandise Troukina qui, depuis une année, disait-on, était en train de mourir. Mais Troukina mourait toujours et ne décédait jamais, et comme elle demeurait dans la Bargoulet, c'est-à-dire proche de la maison que venait de quitter Adrian, celui-ci, avec juste raison, craignait que les héritiers, qui s'étaient engagés à se fournir dans son magasin, ne lui manquassent de parole maintenant qu'il avait quitté le quartier et ne s'adressassent à son successeur. Tout cela était fort triste, on l'avouera, et comme Adrian, nous l'avons dit, n'était point naturellement d'un caractère folâtre, cette agglomération de circonstances néfastes avait changé son air mélancolique en un air lugubre. Ces réflexions, qui avaient à ce point assombri sa physionomie, furent interrompues par 3 coups frappés à sa porte à la manière maçonnique. « Qui est là ?» demanda le faiseur de cercueil. La porte s'ouvrit pour toute réponse, et un homme qu'Adrian reconnut à l'instant même pour un ouvrier allemand entra dans la chambre
et s'approcha gaiement du maître du logis. « Pardon, mon cher voisin, » dit le survenant avec une prononciation russe des plus grotesques. « Pardon si je vous dérange, mais j'ai voulu faire sans retard votre connaissance. » Quoiqu'Adrian ne le regardât point d'un air très encourageant, le nouveau venu continua. « Je suis bottier de profession. Je me nomme Gottlieb Schultz. Je demeure dans la maison en face de la vôtre. Je célèbre demain mon 25e anniversaire de mariage et je viens vous inviter, ainsi que vos deux filles, à dîner demain chez moi. » L'invitation fut reçue avec faveur. Le visage d'Adrian se détendit d'un cran, et, priant le bottier de s'asseoir près de lui, il lui demanda s'il ne voudrait pas prendre une tasse de thé. Le bottier accepta. Le caractère de Schultz avait tant de bonhomie et de franchise qu'après quelques instants de conversation, les deux voisins s'entretenaient aussi familièrement que s'ils eussent été deux vieux amis. « Comment va le commerce des bottes ?» demanda Adrian. Répondit Schultz. « Comme ci, comme ça. Je ne puis pas me plaindre, quoique mon métier n'ait pas les mêmes avantages que le vôtre, car un vivant peut se passer de bottes, et un mort ne peut se passer de cercueil. »« C'est l'exacte vérité, » répondit Adrian. « Cependant, si le vivant ne peut acheter des bottes, il va nu-pied, c'est vrai, mais ce n'est qu'un manque à gagner pour vous, tandis que moi, si le mort est pauvre, je suis obligé de lui fournir un cercueil gratis, ce qui est une perte. » Schultz fit de la tête un signe affirmatif. La conversation dura 1 heure à peu près, mais comme elle ne contenait rien d'un intérêt bien grand pour nos lecteurs, ils nous permettront de ne leur en faire connaître que ce que nous avons dit. Enfin, le bottier se leva et prit congé du faiseur de cercueil en le priant de nouveau de ne pas oublier son invitation pour le lendemain. Le jour suivant, comme le dernier coup de midi sonnait, Prokhorov et ses filles étaient prêts. Je n'entreprendrai pas de décrire le cafetan d'Adrian, ni les toilettes fantastiques d'Akoulina et de Daria, m'écartant en cette circonstance des habitudes des romanciers modernes. Je ne crois cependant pas inutile de prévenir le lecteur que ces deux demoiselles se coiffèrent de chapeaux jaunes et se chaussèrent de bottines rouges, ornements qui, d'habitude, constituaient la base et le sommet de leur toilette des dimanches. Lorsque le père et les deux filles arrivèrent chez le bottier, ils trouvèrent son petit logement rempli d'invités, dont la plupart étaient des ouvriers allemands, avec leurs femmes et leurs apprentis. En fait d'employés du gouvernement, il y avait un bouchnik finnois, répondant au nom harmonieux de Yurko, lequel, malgré son modeste emploi, avait su captiver la bienveillance toute particulière du maître et de la maîtresse de la maison. Il servait fidèlement depuis 25 ans comme le postillon de Pokoulski. L'incendie de 1812, en dévastant la capitale, n'avait point épargné la guérite jaune de Yurko, mais dès que les Français eurent quitté Moscou, on lui en construisit une autre de couleur grise, avec des colonnes blanches, et Yurko, couvert de sa cuirasse de bure et toujours armé de sa vieille hallebarde qu'il avait sauvée, se remit à marcher devant sa nouvelle demeure du même pas dont il marchait devant l'ancienne. Yurko connaissait tous les Allemands qui demeuraient près des portes de la Nikiski. Quelques-uns d'entre eux,
à titre d'hospitalité forcée, passait quelquefois la nuit du dimanche au lundi dans son établissement. Adrian fit à l'instant connaissance avec le boutchnik, comme avec un homme qui pouvait lui être utile à l'occasion, et quand les invités se mirent à table, il se plaça près de lui. Monsieur et madame Schultz et leur fille, mademoiselle Lotken, jeune personne de 17 ans, aidèrent la cuisinière à servir le dîner dans lequel, comme boisson, la bière jouait le principal rôle. Yurko mangeait pour 4 et buvait à l'avenant. Adrian ne le lui cédait en rien, mais opérait avec sa tristesse habituelle. Ses 2 filles se maniéraient à qui mieux mieux, et faisaient des cérémonies à chaque plat qu'on leur offrait, à chaque verre de bière qu'on leur versait. Tout à coup, le maître de maison, priant les convives de faire silence pour ne rien perdre de son effet, fit sauter le bouchon d'une bouteille de vin de champagne, détonation qui fut accueillie par des hurrahs d'autant plus universels qu'elle était plus inattendue. Hâtons-nous de dire, pour ceux de nos lecteurs qui s'étonneraient des prodigalités de notre industriel allemand, que le champagne débouché par lui ne venait ni des bords de la Marne, ni des bords de la Saône, mais tout simplement des rives du Don, ce qui lui donnait à Saint-Pétersbourg une valeur analogue à celle que peut avoir à Paris une blanquette de Limoux ou le vin de la coulée de Séran. Cette circonstance n'empêcha pas le bottier de porter avec amour la santé de sa chère Lisa, santé qui fut répétée avec enthousiasme. Cette accession à ses désirs toucha sans doute profondément le bon Allemand, car presque aussitôt, débouchant une seconde bouteille de vin de champagne et remplissant de nouveau les verres, il cria « À la santé de mes très chers hôtes !» Les invités le remercièrent à leur tour et en vidant de nouveau leurs verres. Puis, de cette santé générale, on passa aux santés individuelles. On but à la santé de chaque convive, à la santé de Moscou, à la santé d'une douzaine de petites villes d'Allemagne, puis on passa à la santé des bourgades en général et des villages en particulier. Enfin, pour n'oublier personne, on porta en masse la santé des ouvriers. Adrian buvait avec acharnement et devenait relativement d'une gaieté si folle que ses filles étaient sur le point de ne pas reconnaître leur père. Tout à coup, un gros boulanger leva son verre et but à la santé de ses compagnons de travail. Le toast fut accueilli avec enthousiasme. Les convives se saluèrent, car chacun d'eux avait sa part du toast. Le tailleur salua le bottier salua le tailleur, le boulanger salua le tailleur et le bottier, tout le monde salua le boulanger, et ainsi de suite. Adrian, seul, au milieu de cette fraternité universelle, tout gai qu'il était, ne buvait à la santé de personne, ce qui ne veut pas dire qu'il perdit une occasion de vider son verre. Ce mutisme frappa son voisin Yurko. « Pourquoi donc, mon cher monsieur Adriano, ne buvez-vous pas à la santé de personne? Puisque tout le monde boit à la santé de ses pratiques, buvez à la santé des vôtres. » Cela donna une idée à Adrian, qui se mit à rire comme il pouvait rire, à la façon des trépassés, et qui, se levant sur ses jambes avinées, dit d'une voix encore assez intelligible « Tu as raison, voisin Yurko, à la santé de mes morts, et grand bien leur fasse. »
Mais personne ne répondit à cette santé, que sans doute la compagnie considéra comme quelque peu sacrilège, et le faiseur de cercueil se rassit au milieu d'un silence glacé. Les convives continuèrent à boire, quoique le toast quelque peu intempestif d'Adrian eût interrompu la série des santés qui, sans cette circonstance, ne se fût probablement arrêtée que lorsque tous les convives eussent été sous la table. Les convives ne se séparèrent qu'assez avant la nuit, la plupart ivres, tous plus ou moins avinés. Le gros boulanger et le relieur, son voisin et son ami, dont la figure était rouge comme un portefeuille de Maroquin, réintégrèrent Yurko, qui ne marchait plus que grâce à eux, dans la guérite avec laquelle plus d'une fois ils avaient fait connaissance, en se disant l'un à l'autre le proverbe russe « c'est un prêté pour un rendu ». Peut-être eussent-ils dû, pour être plus exact, dire « c'est un rendu pour un prêté ». Mais, dans l'état d'esprit où ils se trouvaient, on n'y regarde pas de si près, et ils s'éloignèrent en riant, preuve certaine qu'ils étaient contents de la citation, si incorrecte qu'elle fût à leur endroit. Le faiseur de cercueil revint chez lui de son côté, toutefois, Adrian était non seulement ivre, mais furieux. Avec la persistance des gens pris de vin, qui voient une offense là où elle n'est pas la plupart du temps, et qui l'enveniment en la tournant et la retournant dans leur tête, il ne cessait de songer à l'impolitesse des convives qui n'avaient pas accueilli son toast avec la même faveur que les toasts qui l'avaient précédé. « Qu'est-ce à dire » maugréa-t-il tout bas. « Et à qui ces gens-là en avaient-ils de ne pas me faire raison? Mon état est-il moins honorable que le leur? Et un faiseur de cercueil est-il le frère du bourreau? Refuser de boire à mes morts? Mon Dieu, les morts valent bien les vivants. Il me semble, ils ont d'abord sur ceux-ci un grand avantage, c'est que la mort les a guéris de tous leurs défauts. Les morts laissent les vivants bien tranquilles, tandis que parfois les vivants tourmentent les morts jusque dans leur tombeau. Meurent les vivants, vivent les morts. » Et il rentra chez lui en trébuchant, monta à sa chambre, et, poursuivant toujours la même idée sans remarquer la servante qui l'aidait à se déshabiller, « Je voulais les inviter à souper pour leur rendre leur politesse, mais du moment qu'ils m'ont traité ainsi, je suis dispensé de tout égard vis-à-vis d'eux. Qu'ils restent avec leurs pratiques, je resterai, moi, avec les miennes. Ce sont mes pratiques que j'inviterai à dîner, et non les leurs. Ce sont mes morts qui seront mes convives, c'est avec eux que je trinquerai, et s'ils ne répondent pas à mon toast, je saurai du moins pourquoi ils se taisent. » Puis, riant comme rirait un squelette, « C'est dit, » répéta-t-il. « J'invite à dîner mes morts. »« Mais, monsieur, que dites-vous là » s'écria la servante. « Ou à souper, s'il l'est mieux, » répéta Adrian. « Mais c'est à faire frémir, monsieur. Vous invitez vos morts à souper? »« Oui, parce qu'à souper, cela vaudra mieux. C'est leur heure, à minuit. Qu'ils viennent souper demain à minuit avec moi, je les attends. »« Mais taisez-vous donc, monsieur. Des morts à souper à minuit. Est-il possible d'avoir le vin si triste, mon Dieu ?» ?»« À minuit, je l'ai dit, je le répète, pour demain.
pour demain. » Et, comme il était à peu près déshabillé, la servante le poussa sur son lit et se sauva en faisant le signe de croix. Elle n'avait pas fermé la porte de la chambre que son maître ronflait déjà comme une contrebasse. On réveilla Adriane de bonne heure. La marchande Trouquina était morte dans la nuit, et son premier commis, sur l'ordre des héritiers, fidèles à l'engagement pris avec le faiseur de cercueil, venait le prévenir qu'il avait besoin de son ministère. Adriane donna au commis 10 kopecks pour la bonne nouvelle, s'habilla à la hâte, prit un ivotchik et se fit conduire dans la bargue au lait chez la morte. La morte, jaune comme de la cire, était étendue sur une table. La chambre était peuplée des parents, des amis, des gens de la maison et des connaissances. Les fenêtres étaient ouvertes, les bougies allumées, les prêtres chantaient les prières des morts. Adriane s'approcha du neveu de madame Trouquina, son plus proche parent, jeune marchand habillé à la dernière mode, et lui promit que le cercueil de madame sa tante ne laisserait rien à désirer et lui serait envoyé à l'instant même avec les bougies et les autres objets nécessaires à la cérémonie. L'héritier de madame Trouquina, disons en passant que l'héritage était bon, l'héritier de madame Trouquina lui dit qu'il fit les choses en conscience, qu'il ne marchanderait pas avec lui et s'en rapporterait entièrement à sa bonne foi. Adriane le remercia en lui promettant de le traiter comme une connaissance, puis il regarda le commis en lui faisant comprendre par un signe de l'œil qu'il ne serait point oublié, après quoi il sortit pour aller mettre ordre à ce que sa commande fût promptement livrée. Comme l'avait promis Adriane, en homme de parole qu'il était, tout fut prêt et envoyé pour le soir. À 11 heures, il sortit de chez madame Trouquina, qu'il venait de faire ensevelir, et s'en revint à pied à sa nouvelle demeure. Toute la route, quoiqu'elle fût longue et que la nuit fût obscure, se fit sans accident aucun. Il n'était plus qu'à 20 pas de sa maison, lorsque, au rayon de la lune qui commençait à se lever, il aperçut une espèce d'ombre qui entrait chez lui par la porte de l'allée. « Qui diable cela peut-il être ?» se demanda Adriane. « Et qui peut venir chez moi à pareille heure ?» Juste, en ce moment, minuit moins un quart sonnait. « Ne serait-ce pas un voleur ?» murmura-t-il. « Ouais, ou plutôt, est-ce que ce serait point un amant qui vient pour l'une ou pour l'autre de mes deux filles? Cela pourrait bien être. » Il s'était arrêté pour réfléchir à une quinzaine de pas de sa maison, lorsqu'il vit une seconde personne qui, suivant le même chemin que la première, entrait chez lui par la petite porte. Adriane fit un pas dans l'intention d'interroger le nouveau venu, mais celui-ci, de son côté, s'arrêta et, apercevant Adriane, vint droit à lui et lui ôta poliment son chapeau qui était un bicorne. Sans qu'Adriane se rappelât le nom de cet homme,
Sa physionomie ne lui était point inconnue. Il lui dit donc avec politesse: « Monsieur, si vous venez me voir entrer chez moi, je vous prie, vous serez mieux pour causer que dans la rue. » « Ne faites pas de cérémonie avec moi, mon cher monsieur, je vous en prie, » répondit l'inconnu d'une voix sourde. « Seulement, passez devant, je vous en prie. » « Pour vous montrer le chemin, » répondit courtoisement Adrian. Et, le chapeau à la main, il précéda son visiteur. La porte de l'allée était ouverte au grand étonnement d'Adrian. Il monta l'escalier, l'inconnu le suivit. Adrian ouvrit la porte de son appartement et demeura stupéfait sur le seuil. Son appartement était plein de morts. La lune éclairait ces figures jaunes et blafardes. Les bouches étaient entr'ouvertes, les yeux à demi fermés, les nez pointus. Adrian commença de trembler de tous ses membres en reconnaissant chaque mort qu'il avait déposé dans le cercueil. Quant au dernier, qui était entré avec lui et dont le visage ne lui avait pas semblé tout à fait étranger, c'était le brigadier, à l'enterrement duquel avait eu lieu cette grande pluie qui avait détérioré si cruellement son matériel. À la vue du faiseur de cercueil, tous s'inclinèrent en le remerciant, à l'exception d'une femme à laquelle Adrian avait été forcé de donner un cercueil gratis, la morte étant trop pauvre pour faire cette dépense, et qui n'osait s'approcher de lui de peur qu'il ne lui fît des reproches. Elle resta donc modestement dans son coin. Les autres morts étaient fort bien vêtus. Les dames avaient des robes à volants et des bonnets ou des chapeaux à la mode de l'époque où elles avaient été mises en terre. Les hommes étaient en uniforme ou en habits civils, seulement leur barbe n'était pas faite. Les marchands avaient leur cafetan des dimanches. « Nous voilà, Prokhorov, » dit le brigadier prenant la parole au nom de tous. « Comme tu le vois, nous nous sommes rendus à ton invitation. Nous n'avons laissé chez nous que les décharnés, ceux qui ne tiennent plus à rien. Un seul a voulu venir quand même, et malgré les observations que nous lui avons faites. » À ces mots, les morts ouvrirent leur cercle et, par l'intervalle offert, Adrian vit s'avancer un petit squelette complètement dépouillé de ses chairs et dont la bouche lui souriait agréablement. Des lambeaux de draps et de toile pendaient sur lui comme sur des échalasses que l'on met dans les champs pour effrayer les oiseaux. Les os de ses pieds cliquetaient dans ses bottes et y produisaient un bruit effrayant. « Tu ne me connais pas ?» dit le squelette à Adrian. Le faiseur de cercueil resta muet, soit qu'effectivement il ne reconnut pas le mort, soit que la terreur glaça la langue à son palais. Le squelette continua. « Comment, mon cher Prokhorov, tu ne te rappelles pas ?» Le faiseur de cercueil fit un effort et murmura. « Quoi? Qui? Un vieux soldat de la garde,
continua le squelette. Kurilkin, à qui tu as vendu en 1799 ton premier cercueil. C'est moi qui t'ai traîné, et comme je ne t'ai pas porté malheur, tu me dois bien une poignée de main pour cela. Et le squelette s'avança vers Prokhorov en lui tendant les bras. Prokhorov, à demi mort d'effroi, recula. Mais, comme le petit squelette avançait toujours, et qu'au fur et à mesure que le squelette avançait, Prokhorov reculait, le faiseur de cercueil toucha bientôt le mur et fut forcé de s'arrêter. « Ah !» dit le squelette. « Enfin, je te tiens !» Mais, quand Adrian vit ses mains osseuses, ses bras décharnés près de le presser sur cette poitrine à jour, la crainte arrivant à son paroxysme, il repoussa violemment le petit squelette qui, tombant à la renverse, se brisa en 1000 morceaux sur le parquet. À la vue de cet accident, tous les morts se mirent à pousser des cris de l'autre monde, injuriant le pauvre Prokhorov et lui demandant si c'était l'habitude d'inviter les gens à souper à minuit, de les déranger de leurs occupations pour les recevoir à coups de poing et les mettre en cannelle comme ils venaient de le faire. Leurs cris atteignirent un diapason si élevé, leurs gestes indiquèrent une exaspération si grande, leurs visages exprimèrent une indignation si menaçante que, les forces manquant à la fois au pauvre Adrian pour rester ou pour fuir, il tomba évanoui sur les ossements du soldat de la garde. Son évanouissement fut si profond qu'il n'en sortit qu'à 9 heures du matin. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était dans son lit. Sa servante préparait le samovar. Adrian, quoiqu'il eût les yeux ouverts et qu'il fût dans son lit, quoique, à l'exception de sa servante, sa chambre fût déserte, Adrian demeura un instant muet et frissonnant, tant lui repassait par l'esprit la marchande Troukina, le brigadier et le soldat de la garde Kurilkin. Il en résulta que, incapable de prononcer une seule parole, il attendit qu'Aksenia, c'était le nom de sa servante, lui adressa la première la parole. Celle-ci se retourna par hasard et vit que son maître avait les yeux grands ouverts. « Ah, Dieu merci, dit-elle, j'ai cru que vous ne vous réveillerez pas ce matin. Adrian Prokhorovitch, savez-vous l'heure qu'il est? 9 heures. Elle vint à son maître, lui présentant sa robe de chambre, mais, voyant qu'il était toujours muet, « Le tailleur Ivan est venu, continua-t-elle. Puis, le Boutchmeki-Urko vous a fait prévenir de ne pas oublier que c'est aujourd'hui la fête du maître de police du quartier. Mais, par ma foi, vous dormiez si bien que je n'ai pas voulu vous réveiller. » Le faiseur de cercueil fit un effort. « Et de chez la défunte, est-on venu ?» demanda-t-il. « De chez quelle défunte ?» fit Aksenia. « De chez Troukina, la marchande, tu sais bien. »« Jésus !» dit Aksenia. « La pauvre femme, elle s'est donc enfin décidée à mourir ?»« Mais tu le sais bien, puisqu'hier tu m'as aidé à préparer tout ce qu'il fallait pour les funérailles. »«
De quelles funérailles parlez-vous? Êtes-vous devenu fou, Adrian Prokhorov? Hier, vous n'étiez pas en funérailles, mais en fête, quoique les funérailles soient des fêtes pour vous. Mais alors, où ai-je donc été hier? Hier? Vous avez été toute la journée chez votre voisin le bottier, qui célébrait son 25e anniversaire de mariage, à telles enseignes que vous en êtes revenu ivre à ne pas pouvoir vous tenir debout, que vous vous êtes couché en rentrant et que, de ce moment jusqu'à présent, vous n'avez fait qu'un somme. Est-ce bien vrai? S'écria Adrian en se dressant sur son séant. Aussi vrai que voilà 9 heures qui sonnent. Prokhorov écouta le tintement de sa pendule depuis le premier coup jusqu'au dernier, et seulement alors, comme s'il eût été enfin convaincu, « En ce cas, dit-il en sautant à bas du lit et en passant la robe de chambre que lui tendait Aksenia, « va prévenir mes filles et serre-nous vite le thé. » Mais, pendant qu'elle obéissait, tout convaincu qu'il pouvait être, le faiseur de cercueil s'essuya le front en murmurant « C'est égal, c'est la dernière fois que je bois à la santé de mes pratiques. » C'était Le faiseur de cercueil, une nouvelle d'Alexandre Dumas publiée en 1859, d'après la nouvelle d'Alexandre Pouchkine, Le marchand de cercueil, écrite en 1830. J'aurai d'ailleurs l'occasion prochainement de vous raconter la nouvelle de Pouchkine, qui est quasiment en copie conforme de celle de Dumas, ou inversement. De là à dire que Pouchkine, 1799-1837, se serait réincarné en Dumas, il n'y a qu'un pas que certains auront ou ont allègrement franchi. Ainsi, une légende raconte que le grand poète russe Pouchkine n'est finalement pas mort d'une blessure reçue lors d'un duel. Il aurait simulé sa mort et se serait enfui en France, où il aurait commencé à écrire des romans sous le nom d'Alexandre Dumas. En Russie, la mort de personnes célèbres est souvent entourée de mythes. Par exemple, selon la légende, l'empereur Alexandre Ier ne serait pas mort jeune, mais aurait vieilli en reclus dans un monastère de Sibérie. Le célèbre écrivain russe Nicolas Gogol aurait été enterré vivant, car il serait tombé dans un sommeil léthargique. La fille du tsar Nicolas II, Anastasia, aurait quant à elle survécu à l'exécution de la famille impériale. De façon inattendue, il existe de nombreuses coïncidences mystérieuses dans les biographies de Pouchkine et de Dumas, ainsi que d'étranges similitudes dans leurs ascendances africaines. À ce propos, Dumas fut souvent en butte au sarcasme raciste de ses contemporains, qui s'attirèrent des répliques cinglantes. Ainsi, lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin, un contradicteur lui dit « Au fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en nègre. »« Mais très certainement, mon père était mulâtre, mon grand-père était un nègre, et mon arrière-grand-père était un singe.
Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. À la semaine prochaine.